Bonsoir à tous, bienvenue au Paradise Cove à Malibu. Je sais pas si on entend la musique de fond, un peu. C'était le projet le plus disruptif de tous les temps. Pavel Durov qui a voulu créer en 2017-2018 un système qui... Pourquoi je dis disruptif? Parce que dans tous les écosystèmes, vous avez un principe de chaîne manquante en quelque sorte. Si on n'avait pas inventé le diesel, il faudrait l'inventer. Si on n'avait pas inventé YouTube, il faudrait l'inventer, sans quoi Internet ne serait pas pareil. Et Durov voulait inventer la plateforme de paiement qui allait permettre, avec une crypto-monnaie, de s'envoyer entre particuliers de l'argent sans passer par une banque. Et c'est pourquoi, après avoir levé 1,7 milliard, la Security Exchange l'a entravé et l'a empêché de mettre en place son système. Parce que s'il l'avait mis aujourd'hui, ce serait tout le monopole de bien des institutions. Et vous allez comprendre pourquoi, comme à la fois les banques centrales, mais aussi les régulateurs des sociétés qui ont des monopoles comme Visa ou Mastercard qui seraient entravés. La réalité, c'est que je vous parlais de YouTube précédemment, bref digression. Si on crée YouTube aujourd'hui, s'il n'existait pas, en le créant sans la possibilité de diffuser des vidéos, mais simplement de l'audio, ce serait l'équivalent de ce que Elon Musk, brillant entrepreneur aussi par ailleurs, va lancer à la place de ce qu'aurait lancé Pavel Durov il y a plusieurs années, c'est-à-dire la possibilité de s'envoyer de l'argent sur X, mais en passant du côté de Musk par Visa pour opérer le paiement final. Ce que voulait faire Pavel Durov 2017-2018, levée de fonds de 1,7 milliard auprès de différents investisseurs, une quarantaine d'Américains sur 170 investisseurs qui avaient chacun mis une vingtaine, une trentaine de millions de capitaux, millions de dollars, et pour arriver donc au total 1,7 milliard au minimum c'était 30 millions, minimum certains sont arrivés avec 100 millions, gros investisseurs comme Benchmark, Sequoia qui est un gros gestionnaire d'actifs, c'est à peu près, je crois, 50-60 milliards d'actifs sous gestion en Californie, à San Francisco, pas loin d'ici. Et l'idée c'est donc de créer une crypto-monnaie qui s'appelle Grams et qui est pilotée par une blockchain sur laquelle Telegram a la main, et à la main exactement comme une banque centrale a la main sur une monnaie. Ça veut dire que Pavel Durov, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la société est très particulière, Telegram. Le mec est très particulier aussi. Pourquoi je dis inspirant et pourquoi je disais que personnellement, j'ai pas l'inspiration facile. Il y a peu de personnes qui m'ont inspiré, tout le monde le sait, tous les gens qui me connaissent le savent, j'ai pas la passion facile. Et croyez-moi, il est difficile de ne pas avoir la passion facile et plus confortable. Plus heureux est celui qui est plus facilement passionné, si je puis dire. Et personnellement, ça, je ne vais pas rentrer dans des détails, ça n'aurait pas d'utilité pour la vidéo d'aujourd'hui, mais il est difficile de vivre en étant difficilement passionné. Et même chez les entrepreneurs stars, on va les appeler, c'est un peu prosaïque simple de dire star entrepreneur, mais comme Musk, Thiel, j'en ai parlé, ou donc Pavel Durov, qui sont dans cette catégorie un peu hors du commun, on s'aperçoit que au niveau du mode de vie personnel, de l'aventure humaine tout à fait personnelle, la quête est souvent décevante, très inintéressante, très plate, et que ces gens vous semblent inférieurs à ce que vous êtes. C'est pas le cas de Durov. Durov, c'est donc un régime alimentaire très strict, il se plonge dans l'eau froide, particulier sous d'autres points, il a 106 enfants, il est le géniteur de 106 enfants. Il a fait fortune donc avec V-Contact et c'est, je crois, rebeller contre le gouvernement russe comme l'on peut tous, citoyens, entrepreneurs, si on est très capitaliste, se rebeller, en tout cas être déçu de son État. Lui a été déçu de la Russie parce qu'il était russe. Comme on va être déçu des États-Unis si on est entrepreneur très capitaliste américain et entrepreneur très capitaliste français, comme on sera déçu de la France, Poutine. Et les Russes lui demandent, à l'époque de V-Contact, il a toujours été très proche de son frère Nicolas, il avait fondé V-Contact avec son frère, lui demande de violer les
engagements de confidentialité qu'il avait pris auprès de ses utilisateurs, notamment ukrainiens, comme on lui redemandera par la suite pour Telegram, Pavel Durov n'accepte pas, ou très difficilement, comprennent qui pourra, pourquoi aujourd'hui Pavel Durov, après, j'en parlerai très peu parce que ça c'est politique et c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais Pavel Durov est arrêté à l'aéroport du Bourget en 2024 en France, puisqu'il est français, il est émirati, il est aussi français, il a un passeport français qui lui a été remis. Contre l'avis du Quai d'Orsay, Macron d'ailleurs s'était montré plutôt favorable à ce que Durov soit français, et c'est ce même Macron vraisemblablement qui entravera Durov parce que Telegram évidemment est la plateforme, bien sûr, la plus libertaire, la plus libertarienne qui puisse exister, mais qui n'est qu'une messagerie. Et si le projet dont je vous parle aujourd'hui avait vu le jour, c'est-à-dire la crypto-monnaie, plateforme de paiement via Telegram, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y aurait 1 milliard de personnes qui pourraient se passer de banque ou de Visa et Mastercard pour faire passer des paiements avec un jeton intraçable entre particuliers en dehors de la traçabilité qui pourrait être opérée ou des données de cette traçabilité qui pourraient être dévoilées par un homme comme Pavel Durov qui a la main, comme une banque centrale à la main, sur une monnaie. Ça veut dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà l'état d'esprit, mindset tout à fait particulier dans Telegram et Durov, au-delà du personnage là et du fait de faire de la muscu, de se jeter dans l'eau froide et de manger des poissons grillés, pas de gluten. Telegram, est-ce que vous connaissez une autre société aujourd'hui qui est détenue à 100% par son fondateur, société qui est capitalisée à 30 milliards à peu près. Donc je crois qu'il n'y a aucune, donc qui n'est pas cotée en bourse. Telegram il pourrait y avoir une IPO sur Telegram. À mon avis, je pense, vu la personnalité de Pavel Durov, que s'il devait y avoir une IPO sur Telegram, ça se ferait par cotation directe, comme ça s'est fait pour Spotify par exemple, ou d'autres sociétés, qui doivent être à vérifier, mais à peu près aux alentours de Telegram en capitalisation. Spotify est même, j'y pense en le disant et pas auparavant, mais qui est un peu dans la même catégorie que Telegram, puisqu'il y a beaucoup d'utilisateurs, plateforme aussi qui est faite. Il y a un côté un peu libre-service. Vous savez, dans les années 70, je me souviens que mes grands-parents, plus tard, que j'ai connus plus tard, mais disaient les libres-services pour parler des grandes surfaces, parce qu'il y avait cette notion finalement prépondérante qui était le fait que l'on se serve librement, alors qu'auparavant, chez le boucher ou le boulanger, on était servi par un commis. Et là, sur ces plateformes, que ce soit Spotify, Telegram, le gros point commun est finalement que c'est l'utilisateur qui fait la plateforme, comme sur Bitcoin, c'est l'utilisateur qui valide et qui fait la plateforme, et c'est la sédimentation des utilisateurs qui crée l'écosystème. Ça veut dire que comme pour le libre service, vous vous serviez vous-même, pour ces plateformes, il y a une forme de libre entreprise. Ça veut dire que Telegram n'est comme YouTube que ce que les utilisateurs en font, en quelque sorte, et plus ils sont nombreux, plus ils en font quelque chose. Pourquoi je dis que Telegram serait introduit en bourse par cotation directe s'il devait y avoir une IPO sur Telegram? Parce que Pavel Durov détient donc la totalité, quasiment, on va dire même la totalité des parts de Telegram, et que je l'imagine mal se mettre dans une position sujette à perdre la mainmise de Telegram. Donc je pense qu'il libérerait peut-être pour récolter un peu de cash, d'argent, et aussi pour faire accroître la notoriété, parce qu'il est toujours intéressant de faire, quand on a un réseau justement qui est en libre usage, comme je le décrivais précédemment, accroître l'effet waouh de son entreprise, et qu'une cotation en bourse a toujours un effet, un impact assez significatif à ce niveau-là. Mais pour libérer un peu de cash, je pense qu'il se délesterait de 5, 10, 15, 20% au maximum des parts de Telegram qui navigueraient ensuite dans la nature boursière, mais qui ferait tout pour en garder le contrôle, donc ce qu'on appelle une cotation directe. Il y aurait généralement, lorsqu'il y a des cotations directes, donc Spotify par exemple, à vérifier, mais je crois que c'était une cotation directe, ce sont tous les investisseurs, tous les détenteurs des actions qui décident de combien ils vont se délester pour introduire la société en bourse. Là, ce serait simple puisqu'il n'y a qu'un Pavel Durov qui détient Telegram.
Autre particularité quand même très hors du commun, 1,4 milliard de chiffre d'affaires, 500 millions de cash flow positif, rentabilité depuis seulement 2 ans. Mais si le projet, qui est l'objet central de cette vidéo, avait vu le jour comme il l'aurait dû, comme ça aurait dû être le cas en 2020, Telegram serait la société la plus valorisée de la tech aujourd'hui. En tout cas, la société qui gagnerait le plus d'argent, bien au-delà de Apple ou Nvidia. C'est encore un peu plus particulier parce qu'Nvidia, c'est le chef d'orchestre, enfin, c'est pas le bon terme, c'est l'équipementier de la tech, voilà, plus précisément. Et il vaut mieux être équipementier de la tech aujourd'hui qu'équipementier dans l'automobile, et comme Forvia ou Valeo. Et donc 1,4 milliard de chiffre d'affaires, 100 salariés à l'année, 60 officiellement, même une centaine de salariés au maximum. Ça veut dire que la société est installée donc aux îles Vierges britanniques, qui sont d'ailleurs plus proches d'ici que de l'Angleterre. Ici c'est Malibu, mais plus proche quand même à 5000 km, parce que c'est de l'autre côté, c'est entre le Venezuela et les États-Unis, les îles Vierges britanniques, à côté des îles américaines, et donc quand même beaucoup plus proche des États-Unis que des Britanniques. Et donc la société, la maison mère de Telegram est basée aux îles Vierges britanniques, et le bureau, le board, est basé à Dubaï, dans la free zone de Dubaï, qui ne m'est pas étrangère, comme vous le savez. Je ne connais pas, par contre, particulièrement Telegram. J'ai rencontré quelques personnes, mais je ne connais absolument pas Pavel Durov. J'ai rencontré quelques personnes, on va dire assez haut placées, mais c'est vite vu, puisque vous avez les meilleurs chez Telegram. Il y a 100 personnes à peu près, donc forcément ce sont les 100 les plus capables. Et ensuite, tout est délégué. Et ça veut dire que lorsque Pavel Durov avait lancé ce projet de crypto-monnaie, par exemple, et de plateforme de paiement, il y avait à l'époque 300 millions d'utilisateurs sur Telegram. 300 millions d'utilisateurs, aujourd'hui 1 milliard, donc la Security Exchange et tout le système financier, dont la Security Exchange, est le bras armé, le bras juridique. Savez qu'avec 1 milliard demain, donc aujourd'hui en 2025, ou après-demain en 2027 avec 2 milliards, 3 milliards d'utilisateurs, le projet voyant le jour, ce serait un cataclysme monumental et qu'ils perdraient le contrôle. Donc ils ont dit, puisque vous avez des investisseurs qui sont américains, même si vous ne travaillez pas exclusivement aux États-Unis, ce que vous proposez n'est pas simplement... La levée de fonds, c'était donc 1,7 milliard au total, mais ça n'est pas simplement une levée de fonds classique, avec même dans un écosystème purement décentralisé. C'est une levée de fonds qui promet une rentabilité sur des assets financiers, en quelque sorte, puisque vous distribuez des jetons en contrepartie des fonds levés. Les investisseurs avaient des jetons grams de cette crypto-monnaie que lançait Pavel Durov. Et ça veut dire qu'à partir de là, ce que dit la Security Exchange, là, vous n'êtes plus simplement un opérateur classique d'entrepreneur qui fait sa levée de fonds, vous opérez comme on opère des services financiers et des produits financiers. Ça veut dire que vous devez vous être dépendant, vous soumettre à nos réglementations en matière d'opérateurs de produits financiers, et conformément à la réglementation mobilière qui est la nôtre. Et donc vous devez avoir une transparence totale sur vos sociétés, y compris la maison mère qui est aux îles Vierges britanniques. Vous devez, et donc tout ceci n'étant pas possible à ce moment-là sous la forme qui avait été structurée par Durov, qui avait encaissé l'argent, le 1,7 milliard était arrivé sur les comptes de Durov, c'était New York Bank, c'est Mello. Et il y avait UBS aussi à ce moment-là qui a été englobé par le Crédit Suisse. C'était ces deux banques qui avaient opéré, qui étaient les banques où les comptes de société de Telegram Inc., donc aux îles Vierges britanniques, étaient logés, qui avaient encaissé le 1,7 milliard. Sur ce 1,7 milliard, c'est 1,2 milliard qui a été rendu, puisque les accords qui avaient été pris avec les investisseurs étaient que si le projet n'aboutissait pas, les investisseurs retrouveraient, sauf investissement pour le projet, en l'occurrence 4 à 5 centaines de millions de dollars, d'euros, c'était pareil à l'époque, mais de dollars,
plus par ailleurs 10 à 20% d'intérêt. C'est-à-dire que les investisseurs ont perdu sur 1,7 milliard au total 400 millions, mais ont récupéré 1,2 milliard, donc à diviser entre les 160 ou 170 investisseurs, ont récupéré le 1,2 milliard qui incluait 10 à 20% d'intérêt, donc de la somme totale investie, moins ceux qui avaient été investis par la suite pour déployer la technologie et mettre en place Grams, qui était une technologie formidable qui allait permettre de faire passer des paiements plus rapidement, bien sûr que Bitcoin, mais plus rapidement aussi que Visa et Mastercard. Et beaucoup plus de paiements, donc à la minute, pouvaient être validés par Grams que par Visa et Mastercard directement sur la plateforme Telegram. Ça veut dire que Telegram allait être, en facturant des montants en pourcentage même lilliputiens de frais de transaction, un réseau social qui, avec aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs, en passe de facturer des centaines de millions et des milliards de commissions en étant une plateforme de paiement. Musk a fait un partenariat avec Telegram, avec Pavel Durov, qui a été, ça a fait parler, parce qu'on a entendu ces derniers mois, c'était au mois de mai, j'étais à Dubaï à ce moment-là d'ailleurs, au moment où Pavel Durov a annoncé sur X, on avait beaucoup parlé il y avait les élections en Roumanie à cette époque-là, et Durov s'était beaucoup montré comme opposé justement à aux manœuvres qui étaient mises en place par Emmanuel Macron, notamment les ingérences dans les élections en Roumanie, en disant « moi aussi la France m'a sommé », il y avait une rancœur de la part de Durov de dévoiler des informations qui étaient privées, parce que le grand truc de Durov justement dans le challenge libertarien, c'est de dire cette messagerie est réellement cryptée. Signal, WhatsApp, toutes ces messageries travaillent de concert avec les États, tous ces groupes, Meta, nous, non, nous ne dévoilons vos messages à qui que ce soit, ni des entités privées, ni des États, même lorsque les États nous somment de le faire. Et en réalité, d'ailleurs, je fais une digression, vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde pense être beaucoup plus en sécurité en dialoguant sur WhatsApp. Est-ce que vous vous êtes posé la question un jour qui est quelle est la société qui, en dehors de la NSA, a le plus de points d'honneur brandis à ne pas, surtout pas, se laisser corrompre, même par des États? Et cette société, c'est Apple, et c'est pas Meta. Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus en sécurité en dehors du chiffrement de bout en bout lorsque vous faites passer un message en e-message, c'est-à-dire en SMS Apple sur votre iPhone, que lorsque vous faites passer un message sur WhatsApp ou même Signal, en dehors de Telegram, qui par contre est évidemment la messagerie qui est la plus cryptée. Et ça veut dire que s'il y avait eu donc le projet Toin pour Telegram, qui a été remplacé ensuite par Z à la place de Telegram, mais qui n'a plus rien à voir. Le second volet aujourd'hui, il y a un coin, Toncoin, qui est en circulation, donc il y a un peu la crypto-monnaie de Telegram, mais qui n'a plus rien à voir avec le projet initial qui a été entravé, ce que je suis en train de décrire, puisqu'il est piloté par une fondation qui est décentralisée, qui est installée en Suisse, avec un peu un même principe que Bitcoin, même si ça n'a rien à voir. Je ne veux pas dire de choses qui me seront ensuite, on va dire, reprochées par une prétendue incapacité à comprendre ce qu'est Bitcoin. Ça n'a rien à voir, c'est une comparaison prosaïque bien sûr, mais aujourd'hui le projet ressemble même pas bien sûr à Bitcoin, puisqu'il n'y a pas de fondation derrière Bitcoin, mais là il y a une fondation qui est basée en Suisse pour le Toncoin, et plusieurs validateurs, mais c'est décentralisé. En tout cas, il n'y a plus un patron comme Pavel Durov qui a la main, comme il devait avoir la main au départ sur sa crypto-monnaie, et créer sa petite banque centrale. Parce que ce que faisait Pavel Durov à l'époque, c'était qu'il créait sa banque centrale, et sa monnaie qui devenait un émetteur de monnaie avec une banque centrale qui avait une communauté. Donc imaginez un État, la banque centrale généralement c'est affilié à un État ou à un bloc, en l'occurrence l'Union Européenne, même Banque Centrale Européenne, 400 millions, grosse banque centrale, Federal Reserve, 360 millions d'utilisateurs. Pour le dollar comme nationaux de cette banque centrale, là c'était 1 milliard d'utilisateurs quotidiens de la plateforme Telegram qui auraient eu leur plateforme, qui est également une plateforme qui émet un jeton qui est une unité
monétaire. Donc l'unité monétaire aurait fluctué librement selon l'offre et la demande, et ce qui est intéressant et corollaire à ce que je disais précédemment, c'est que telle une banque centrale, Pavel Durov aurait, avec des réserves de change au départ qui auraient été alimentées par la levée de fonds initiale, aurait pu soutenir, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, faire fluctuer, en tout cas agir sur la valeur du jeton en vendant ou en achetant, comme une banque centrale le fait lorsqu'elle achète ou vend des titres obligataires libellés dans une monnaie qu'elle fait chuter ou monter le cours d'une monnaie, ce qui est pratique régulière depuis l'échange flottant. Et aujourd'hui, donc, Telegram a une situation, pour ainsi dire, doit se retrouver dans une situation de frustration parce que Elon Musk va mettre en place probablement d'ici la fin de l'année son système de paiement, mais qui est la moutarde qui arrive au moment du dessert, qui n'a plus vraiment grand intérêt aujourd'hui. Oui, le seul intérêt finalement va être de monétiser, parce que Musk va permettre à X d'être largement monétisé s'il y a une plateforme de paiement dessus, mais il n'y a rien de disruptif. Le fait de payer par Visa sur X entre particuliers revient finalement à se dire que X va créer sa banque, sa néobanque. Comme Boursorama a sa néobanque, sauf que Boursorama a peu d'utilisateurs, peu de trafic sur son site en dehors de la bourse ou de la banque déjà. X va avoir sa néobanque, ça veut dire que X va avoir un agrément bancaire, va travailler avec Visa et ça va être un compto pour particulier, un Revolut qui va faire, vous allez pouvoir avoir votre compte sur X, identité digitale, le doigt ou les yeux, le visage, vous êtes reconnu, vous ouvrez, vous pouvez envoyer de l'argent. Mais l'opérateur derrière tout ça, c'est Visa. Alors que chez Telegram, l'opérateur, c'était Telegram. Et vous n'envoyez pas de l'euro par Visa, vous envoyez du gramme, un jeton qui aurait été une forme de stablecoin fluctuant, mais selon l'offre et la demande, donc une forme de vraie monnaie parallèle. C'était la seule vraie monnaie parallèle. À ce compte-là, le Bitcoin, en effet, n'est pas la monnaie parallèle, mais en entrant, mais c'est un autre sujet, je reviendrai sur le sujet, mais l'or numérique, justement, réserve de valeur, entre guillemets, je pense que le Bitcoin va monter, que le cours du Bitcoin va s'envoler durant les semaines, les mois, les années qui viennent. Peut-être pas les semaines, mais d'ici à 5 ans, je suis très confiant sur le Bitcoin. Ce que je dis aujourd'hui n'est peut-être pas valable dans un an en fonction de l'évolution de la situation, mais aujourd'hui, je pense que dans 5 ans, le Bitcoin aura pris beaucoup de valeur, comme je pense que l'or aura pris beaucoup de valeur aussi. Mais c'est un autre sujet. Mais à ce niveau-là, le Grams, la crypto de Telegram, aurait été justement la seule vraie monnaie parallèle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Pavel Durov a ce côté entrepreneur qui est, et je le sais parce que je le suis bien sûr avec beaucoup moins de succès, pour le moment avec beaucoup moins d'écosystèmes aussi fulgurants que ceux qui ont été mis en place par Pavel Durov, mais j'ai toujours été obligé dans ma vie de partir d'une idée et d'un succès avant de créer un modèle économique, et les modèles économiques, croyez-moi, sont venus à moi. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui je suis bien, assez tranquille, financièrement, professionnellement et personnellement. Et je ne vais pas vous dire que c'est facile et que le chemin se fait facilement et qu'il suffit finalement d'être en forme, de faire du sport, d'être en bonne santé, d'avoir un bon mindset, un bon état d'esprit, de réfléchir matin et soir en restant in shape à 100%, que vous allez gagner de l'argent par hasard. Bien sûr que ça ne se fait pas aussi facilement, mais c'est quand même comme ça que ça démarre. Je me rappelle de Jane Fonda qui disait dans un film qui n'était pas terrible par ailleurs, et la pensée de Jane Fonda par ailleurs n'est pas terrible non plus, mais qui disait à un jeune qu'est-ce qui te plaît le plus chez une femme, et ce jeune disait les seins. Et elle lui dit alors pourquoi tu regardes pas cette fille-là? Et il lui dit parce qu'on fait pas sa vie avec une paire de seins. Et Jane Fonda lui répondait oui, mais c'est quand même comme ça que ça démarre. Et dans les affaires, si vous ne démarrez pas par une idée ou par un succès, vous n'aurez aucun succès, sauf s'il y a accointance politique. Mais à ce compte-là, le succès et l'idée vient de l'accointance politique. Si vous savez que vous avez telle politique dans la poche, vous pourrez y arriver.
Et le succès réside ici, et puis le reste, c'est les amuse-gueules, on n'en a rien à faire. Le concept, même s'il n'y en a pas, ça n'est pas grave. Par contre, justement chez Durov, parce que c'est un vrai entrepreneur, et ça se traduit, quand je dis vrai entrepreneur, je veux dire, plus même que businessman, il devient businessman, et on est obligé, quand on passe un peu à l'échelon supérieur, de passer d'entrepreneur à businessman, mais quand on est au départ, on est entrepreneur, quand on se jette, entre guillemets, dans son risque. Saisis ta chance, crois en ton rêve et cours vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. René Char, à deux doigts, c'était ça. Et quand on est vraiment entrepreneur et qu'on va vers son risque et qu'on se dit il faut que ça marche, parce que sinon ça ne marchera pas. S'il n'y a pas quelque chose qui est un succès, il ne pourra pas y avoir de réussite et je ne pourrai pas le monétiser. Et ça, c'est je veux qu'il y ait 1 milliard d'utilisateurs avant même que mon concept soit rentable tant que je peux le porter. Alors il pouvait le porter, il a mis 300 millions au départ parce qu'il avait vendu V-Contact dans Telegram, mais le truc c'est de se dire il faut que ça ait du succès, il faut que ça marche, il faut que ce soit disruptif, il faut que ça apporte quelque chose de nouveau. Je dévoilerai d'ici quelques semaines, quelques mois, un concept que je mets en place, que je travaille avec une équipe depuis plusieurs mois maintenant, depuis plus d'une année, et qui sera aussi, je l'espère, disruptif que ces affaires desquelles je viens de parler, en tout cas, et du côté de Pavel Durov. Et toute ma vie, j'ai toujours été à la recherche de ce qui pouvait être l'accident, entre guillemets, qui est la catastrophe magnifique qui permet la réussite, et l'accident, le carambolage, la sédimentation de réflexion, de succès, d'envie, d'applaudissement fait qu'il va y avoir tant d'utilisateurs qui utilisent Telegram, qu'il va y avoir tant d'utilisateurs qui ont utilisé les contacts, et aurait fait qu'il y aurait eu tant d'usagers qui auraient investi dans la crypto-monnaie de Telegram et qui l'auraient utilisé pour faire passer des paiements. Ce que j'explique, c'est que vous avez des entrepreneurs téléguidés, vous avez des entrepreneurs qui arrivent, qui prennent un marché, qui savent gérer des affaires, qui sont des directeurs d'entreprise, qui sont comme il y a des directeurs d'acteurs au cinéma, c'était Delon qui le disait régulièrement, la différence qu'il y a entre un metteur en scène et un réalisateur, c'est que le metteur en scène, c'est mettre en scène, ça veut dire qu'il attrape les acteurs, il leur dit regarde ici, sois comme ça, bouge comme ça, vis comme ça. Et le réalisateur passe derrière la caméra et c'est simplement un opérateur, et que ce sont deux métiers différents. Et selon moi, un businessman qui est évidemment homme d'affaires, comme Warren Buffett, n'est pas un entrepreneur. Bernard Arnault, contrairement à ce qu'on imagine, a été entrepreneur, même si bien sûr il n'a pas créé de marque et qu'il n'a pas ça n'a pas été un entrepreneur créatif sous l'axe artistique, mais il a été créatif sous l'axe business par ailleurs. Ça, c'est encore un autre sujet. Et Pavel Durov est finalement le plus entrepreneur et selon moi le meilleur entrepreneur que la Terre ait porté, bien au-delà dans l'histoire moderne d'Elon Musk, avec tout le respect que je lui attribue par ailleurs. Et j'ai beaucoup de considération pour ce qu'est capable de faire Elon Musk. Mais Pavel Durov est bien au-dessus du lot à ce niveau-là. Aujourd'hui, donc je disais au mois de mai, quand Pavel Durov annonce partenariat entre XCI, donc Musk, et Telegram, Musk répond immédiatement sur X en disant Durov l'avait annoncé sur X, c'est presque un pied de nez qui est fait parce que quand on est à égalité, généralement comme ça, on ne s'avance pas trop vite et la personne avec laquelle on prend la liberté de s'avancer, il est très rare dans ces situations qu'elle revienne sur ce qu'on a annoncé. Et là, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire que Musk dit non, c'est pas encore scellé, pas de partenariat officiel, c'est en discussion, c'est tout. Finalement, ça avait l'air plutôt sérieux puisqu'aux dernières nouvelles que j'ai, le partenariat entre XCI et Telegram est mis en place. Donc partenariat, c'est installer Grok, qui est prodigieux, qui est quand même quelque chose de phénoménal, largement au-delà des autres intelligences artificielles, pour moi en tout cas, et partenariat d'un côté avec 1 milliard d'utilisateurs sur Telegram, et de l'autre côté, une intelligence donc artificielle prodigieuse comme Grok. Et partenariat qui a été scellé, approuvé, qui rapporte 300 millions de cash à Telegram, puisque XCI
paye 300 millions, ce qui arrange Telegram naturellement, puisque la monétisation est un vrai sujet pour Telegram. Telegram est rentable, je le disais, depuis 2 ans simplement, mais la réalité est que le fait qu'il n'y ait pas pu y avoir cette crypto-monnaie qui aurait amené une rentabilité phénoménale, Telegram a été obligé d'aller à l'encontre de ce qui était un précepte de base, c'est-à-dire jamais de publicité. Donc maintenant, il y a de la publicité sur des groupes très ciblés. Il y a des abonnements premium, je crois, à 4 ou 5 dollars à peu près, qui ont rapporté, entre publicité et les abonnements, 500 millions pour chacune des méthodes et qui permettent maintenant à Telegram d'être rentable. Donc Telegram a été intéressé par le fait que XCI paye 300 millions pour installer Grok sur Telegram. Mais aujourd'hui, il va y avoir une forme, selon moi, de bras de fer et de combat d'ego entre un Pavel Durov qui avait tout compris avant Elon Musk et de l'autre côté un Elon Musk qui va, entre guillemets, comme je le décrivais, voler une partie de vedette à Pavel Durov en faisant sur X ce que Pavel Durov voulait faire sur Telegram. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne fin d'après-midi, en tout cas une bonne fin de soirée. Il est tard ici à Malibu aux États-Unis. On fera un autre sujet dans la continuité de tout ça sur les raisons qui incitent des entrepreneurs et des sociétés comme Telegram à s'installer dans des juridictions comme les îles Vierges britanniques, ce qui va devenir quasiment une nécessité. Pourquoi avoir des compagnies dans des pays qui sont des pays anti-libéraux lorsque vous avez la possibilité, quand il s'agit de services numériques justement, de vous installer dans des juridictions qui vous laissent l'opacité comme fusible de la tranquillité, certes, seulement temporaire parfois, mais qui permet au moins de voir l'ennemi arriver. Et c'est pour ces raisons-là que Pavel Durov ou d'autres entrepreneurs, il y en a d'autres, il y a des sociétés même dans l'industrie du luxe qui sont installées aux îles Vierges britanniques. La maison mère de, comment s'appelle la marque, c'est Michael Kors ou d'autres marques de luxe qui sont dans, j'oublie le nom du groupe, un grand groupe de luxe qui a sa principale société, centrale d'achat-revente qui est basée aux îles Vierges britanniques. Et c'est une situation que vous allez voir de plus en plus. La levée de fonds que j'ai détaillé précédemment avait dû se faire aujourd'hui en 2025. Pavel Durov ne la ferait certainement pas aux États-Unis avec des banques américaines et une banque suisse, mais la ferait avec une entité et avec son entité aux îles Vierges même, mais la ferait directement avec son entité à Dubaï, dans des banques à Dubaï. C'est pas Emirates ou NBD les plus performantes dans la crypto-monnaie. Il y a une banque qui est plus spécialisée, on va dire, plus, le nom m'échappe, parce qu'il est tard, mais plus spécialisée sur les crypto-monnaies à Dubaï. Pourquoi ? Parce que à l'époque, c'est pas loin, il y a 7 ans, mais c'est une révolution. Le monde a changé d'une façon que qu'on a du mal à imaginer, qu'on a du mal à matérialiser en seulement 7 ou 10 ans. Mais Dubaï était insignifiant en termes de structurateur financier et il fallait, pour des levées de fonds qui étaient opérées en dollars, passer par des banques qui avaient l'habitude de traiter du dollar, des comptes en dollars comme le Crédit Suisse justement, qui a fait même faillite entre-temps, et les banques de New York, et que c'était plus confortable que de faire ça avec des banques à Dubaï. Entre-temps, y compris sur la réglementation, Vara sur les crypto-monnaies, à DFCI, Dubaï a fait un pas en avant gigantesque et devient, j'en parle souvent, il y a beaucoup de personnes qui me disent pourquoi parler toujours de Dubaï avec un tel engouement. Dubaï est aujourd'hui le paradis capitaliste le plus prodigieux qui soit, parce qu'il rassemble quasiment tout ce qu'on peut attendre d'un paradis capitaliste: secret, respect du capitalisme, centre d'affaires où l'on rencontre beaucoup de businessmen. Pourquoi le bureau de Telegram n'est pas installé aux îles Vierges britanniques mais basé dans la free zone de Dubaï? Parce qu'il faut bien rencontrer du monde et qu'il vaut mieux avoir des ingénieurs qui vont travailler avec des sociétés qui sont basées parfois à quelques kilomètres plutôt qu'à des milliers de kilomètres. Donc Dubaï réunit toutes
ces vertus, toutes ces qualités, je dirais, pour être la juridiction la plus favorable à l'installation de sociétés qui, en tout cas, opèrent dans que ce soit l'industrie ou du paiement ou les services numériques.